Illustration expérimentale de la diffraction de la lumière par des réseaux de diffraction. Le phénomène de diffraction se produit lorsqu'une onde, lumineuse, acoustique, associée à des électrons accélérés, rencontre un obstacle, comme un trou, une fente, un fil, dont la dimension est du même ordre de grandeur ou inférieure à la longueur d'onde de l'onde. On constate alors que l'onde est déviée et ne se propage plus en ligne droite. Ce phénomène résulte d'interférences constructives et destructives d'ondes. Cette vidéo décrit une étude expérimentale de la diffraction de la lumière par des réseaux de diffraction. Une vidéo YouTube intitulée Diffraction de la lumière par une fente unique et par grand N fentes, démonstration théorique à l'aide de la construction géométrique de Fresnel a déjà été publiée. Les relations données dans ce tableau y sont démontrées. Elles seront donc directement utilisées dans la présente vidéo. Le dispositif expérimental que nous avons utilisé est très simple. Il est constitué d'une source lumineuse. Dans notre cas, nous avons utilisé un laser vert et un laser rouge. Le laser émet à chaque instant un faisceau lumineux dirigé selon une seule direction, donc constitué d'ondes planes, monochromatique, signifiant que toutes les ondes ont la même longueur d'onde lambda, et cohérent, toutes les ondes émises à un instant donné sont en phase. Ce laser produit un spot lumineux sur un écran. Si l'on insère sur ce faisceau, à une distance grand L de l'écran, un obstacle, comme une fente, un trou ou un réseau de très petite dimension, alors on observe sur l'écran un cliché de diffraction. Comme nous avons choisi une distance grand L égale à 1 mètre, le cliché de diffraction est de type Fraunhofer car il se produit à une grande distance. La diffraction de Fraunhofer se produit, en toute rigueur, lorsque la source lumineuse est ponctuelle et est située à l'infini, et lorsque l'écran d'observation est également situé à l'infini. Dans ces conditions, les ondes incidentes et diffractées sont des ondes planes. Mathématiquement, le cliché de diffraction est alors la transformée de Fourier de l'objet diffractant. Un laser répond grossièrement à ces conditions car la source a une très faible taille et les rayons incidents sont tous dirigés selon une seule direction. Avant la découverte du laser, la diffraction de Fraunhofer pouvait être réalisée à l'aide d'un banc optique comprenant une source lumineuse ponctuelle, deux lentilles convergentes et un objet diffractant placé entre les deux lentilles. La source ponctuelle se trouve dans le plan focal objet de la première lentille, ce qui permet d'illuminer l'objet diffractant par un faisceau incident parallèle, donc constitué d'ondes planes. Un faisceau diffracté, avec un angle θ, est aussi constitué d'ondes planes. La deuxième lentille convergente transforme, dans son plan focal image, le faisceau diffracté en un point. Le cliché de diffraction est donc observé dans le plan focal image de la deuxième lentille. Tout se passe comme si la source et le cliché de diffraction étaient situés à l'infini, ce qui correspond à la diffraction de Fraunhofer. On parle alors de transformée de Fourier optique. Lorsque le cliché de diffraction est observé à une faible distance grand L de l'objet diffractant, il s'agit alors de la diffraction de Fresnel. Dans ce cas, l'analyse du cliché de diffraction est beaucoup plus complexe que dans le cas de la diffraction de Fraunhofer. La diffraction de Fresnel ne sera pas considérée dans cette vidéo. Considérons maintenant les aspects théoriques. Appliquons-les, pour commencer, à la diffraction par une fente de largeur petit d. Dans ce cas,
Le cliché de diffraction est formé d'une frange centrale brillante et de franges secondaires d'intensité plus faible. Pour décrire aisément ce cliché de diffraction, considérons l'angle θ entre le faisceau central et un faisceau dévié. L'intensité diffractée, en fonction de l'angle θ, est donnée par la relation 1, I1 θ est égal à I1 0 sinus bêta sur bêta au carré. Dans cette relation, l'indice 1 indique qu'il s'agit d'une fente unique, avec bêta est égal à pi d sinus θ sur lambda. I1 0 étant l'intensité maximale à l'angle θ est égal à 0. Considérons par exemple le cas d'une fente de largeur petit d est égale à 40 microns illuminée par un laser vert de longueur d'onde lambda égale à 532 nanomètres. La courbe de l'intensité diffractée en fonction de l'angle θ est en accord avec le cliché expérimental correspondant. Elle présente un maximum d'intensité principale, I1 0, à l'angle θ est égal à 0, ainsi que des maximums d'intensité secondaire de très faible intensité. Ces maximums d'intensité résultent d'interférences constructives d'ondes. Des minimums d'intensité nulle, dus à des interférences destructives d'ondes, sont situés aux angles θ1, θ2, θ3, moins θ1, moins θ2, moins θ3. Ils sont obtenus pour sinus θn est égal à plus ou moins n lambda sur d. L'angle θn étant très petit, on peut assimiler le sinus à son angle et obtenir θn à peu près égal à plus ou moins n lambda sur d. L'angle θn doit être exprimé en radians, ce qui est le cas sur nos courbes. L'angle θn augmente si d diminue. Considérons maintenant la largeur angulaire, grand D angulaire de la frange centrale. Grand D angulaire correspond à 2 fois l'angle θ1, donc grand D angulaire est égal à 2 θ1, à peu près égal à 2 lambda sur d. Pour calculer la largeur grand D de la frange centrale sur l'écran, considérons le schéma suivant. θ1 étant très petit et grand L grand, grand D est assimilable à un arc de cercle de rayon grand L. Dans ces conditions, grand D est égal à 2 θ1 grand L, soit grand D à peu près égal à 2 lambda grand L sur petit d. En conséquence, la largeur grand D de la frange centrale augmente si la largeur petit d de la fente diminue. Abordons maintenant la diffraction par grand N fentes de largeur petit d séparées de la distance petit s. Dans un premier temps, considérons un petit nombre grand N de fentes. Les clichés de diffraction sont plus complexes. Pour les interpréter, considérons l'intensité diffractée en fonction de l'angle θ. Pour grand N fentes, l'intensité diffractée en fonction de l'angle θ est donnée par la relation générale 4, I θ est égal à I1 0, sinus bêta sur bêta au carré, sinus grand N alpha sur sinus alpha au carré, avec bêta égale pi d sinus θ sur lambda et alpha égale pi s sinus θ sur lambda. Remarquons que la partie gauche de la relation 4 correspond à la relation 1 qui décrit l'intensité diffractée par une fente unique. Voici par exemple la courbe obtenue pour grand N égale 6 lorsque D est égal à 40 microns, S est égal à 100 microns et lambda est égal à 520 nanomètres. La courbe présente un maximum d'intensité I0 situé à l'angle θ est égal à 0. Elle présente aussi plusieurs maximums d'intensité principaux, de nombreux maximums d'intensité secondaire
situés entre les maximums d'intensité principaux et de nombreux minimums d'intensité nulle. Superposons la courbe I est égale à grand N au carré, I1 0, sinus bêta sur bêta au carré. Il s'agit de la partie gauche de la relation 4 multipliée par grand N au carré. Hormis la longueur d'onde lambda, cette relation ne dépend que de la largeur de fente d. Elle représente donc l'effet de diffraction lié au grand N fente de largeur d. On constate que cet effet de diffraction module la courbe de l'intensité diffractée. Superposons maintenant la courbe Iθ est égale à I1 0 sinus grand N alpha sur sinus alpha au carré, qui correspond à la partie droite de l'équation 4. Hormis lambda, cette courbe ne dépend que de la distance de séparation des fentes S. Elle représente donc l'effet d'interférence lié à la distance de séparation S des grands N fentes. On constate que cette courbe correspond au maximum d'intensité principaux et secondaires et au minimum d'intensité nulle de la courbe Iθ. La courbe Iθ est donc soumise à deux effets, un effet de diffraction et un effet d'interférence. Les positions angulaires des maximums d'intensité principaux s'obtiennent à partir de la relation 6 sinus θn est égal à plus ou moins n lambda sur S. Θn étant très petit, on a θn à peu près égal à plus ou moins n lambda sur S. Sur l'écran, les distances grand dn des maximums principaux d'intensité sont données par la relation grand dn est égal à n lambda grand L sur petit s. Les distances grand dn augmentent si la distance de séparation des fentes petit s diminue. Considérons la largeur angulaire delta θ des maximums d'intensité principaux. Tous les maximums principaux ont la même largeur angulaire delta θ. Delta θ est à peu près égal à 2 lambda sur grand ns. En conséquence, delta θ diminue si grand N augmente. Cet effet apparaît clairement sur les courbes obtenues avec 3, 4, 6 et 8 fentes de même largeur. Pour faciliter les comparaisons, les intensités diffractées relatives sont respectées. On constate que l'intensité I0 à l'angle θ est égal à 0 est proportionnelle à grand N2 en accord avec la relation I0 est égal à grand N2 I1 0. I1 0 étant l'intensité diffractée par une fente unique à l'angle θ est égal à 0. Examinons en détail le cas des franges additionnelles. Comme le montrent ces courbes, leur nombre petit n dépend du nombre grand N de fentes et vaut petit n est égal à grand N moins 2. Ces courbes montrent aussi que l'intensité des franges additionnelles par rapport à l'intensité Imax diminue lorsque grand N augmente. On peut donc s'attendre, dans le cas d'un très grand nombre de fentes, c'est-à-dire avec les réseaux, à ce que les maximums d'intensité soient très étroits et que les franges additionnelles aient une intensité négligeable. Jusqu'à présent, nous avons considéré la diffraction par un obstacle comportant un petit nombre grand N de fentes. Le faisceau incident issu d'un laser éclaire une zone circulaire de l'obstacle d'environ 1 mm de diamètre. Dans ces conditions, les grandes N fentes de l'obstacle sont toutes illuminées et participent au phénomène de diffraction et d'interférence. Lorsque le nombre de fentes devient très grand, comme ce sera le cas avec un réseau de grande taille comportant un très grand nombre de fentes, seules les grandes N fentes situées sous le faisceau incident sont illuminées et participent au phénomène de diffraction et d'interférence. Nous pouvons maintenant décrire les aspects théoriques de la diffraction par un réseau.
Un réseau est constitué de nombreuses fentes parallèles régulièrement espacées. Ces fentes sont généralement appelées traits. On le caractérise à l'aide du nombre petit n de traits par centimètre ou par millimètre, ou à l'aide du pas du réseau petit p. Il s'agit de la distance de séparation entre deux traits. Dans les cas précédents, pour lesquels un petit nombre de fentes était considéré, cette distance de séparation était décrite par la lettre petit s. Le pas petit p est lié au nombre petit n de traits par centimètre ou millimètre par la relation petit p est égal à 1 sur petit n. Les réseaux que nous venons de décrire sont des réseaux en transmission. Signalons qu'il existe aussi des réseaux de diffraction par réflexion constitués d'une surface réfléchissante, comme un métal poli ou un miroir, gravé avec des rainures régulièrement espacées. Ils sont généralement utilisés dans des applications professionnelles comme la spectroscopie. Comme ils sont très coûteux, nous ne les avons pas utilisés. Considérons par exemple un réseau comportant 20 traits par centimètre. Les fentes sont séparées par le pas petit p est égal à 1 sur 20, soit 0,05 cm. Si les fentes et l'espace entre les fentes ont la même largeur, comme c'est le cas sur cet exemple, alors petit d est égal à p sur 2 est égal à 0,025 cm. Considérons l'intensité diffractée en fonction de l'angle θ. La formule générale donnée précédemment, qui fait intervenir les effets de diffraction et d'interférence, s'applique au cas des réseaux. Il suffit de remplacer petit s, distance de séparation des fentes, par le pas petit p. Si les fentes et l'espace entre les fentes ont la même largeur, alors petit d est égal à p sur 2. Appliquons cette relation à trois réseaux de 100, 500 et 1000 traits par millimètre. Pour faciliter les comparaisons entre ces trois cas, plusieurs paramètres communs seront utilisés. La largeur des fentes sera considérée comme étant égale à la moitié du pas, soit petit d est égal à p sur 2. Le diamètre du faisceau laser incident sera fixé à 1 mm. Cela signifiera que le nombre grand N de fentes illuminées sera égal au nombre petit n de traits par millimètre. L'intensité I0 à θ est égal à 0 est égale à grand N2 I10, I10 étant l'intensité à θ égale à 0 pour une fente unique de largeur d. Il en résultera de très grandes variations d'intensité selon les trois cas. Pour cette raison, ces intensités ne seront pas représentées à l'échelle et seule leur valeur sera indiquée. L'angle θ, représenté en abscisse, sera exprimé en radians dans le domaine moins π sur 2 à plus π sur 2. Mais pour faciliter la lecture, certains angles θ seront également exprimés en degrés. Commençons par le cas d'un réseau de 100 traits par millimètre. Son pas petit p est donc de 10 microns et le nombre grand N de fentes illuminées par le faisceau incident est de 100. Quelques pics d'intensité principaux sont visibles. Ils sont appelés pics de premier ordre, de deuxième ordre, de troisième ordre, de nème ordre. Ils correspondent à la relation sinus θn est égal à plus ou moins n lambda sur s. Dans le cas présent, il faut remplacer la distance de séparation s par le pas du réseau p. Avec les réseaux, les angles θn deviennent grands et on ne peut plus assimiler le sinus à son angle. Il faut donc utiliser l'arc sinus pour obtenir les angles θn. On obtient ainsi des angles de 3,05, 6,11 et 9,18 degrés. En accord
avec la relation delta θ à peu près égale à 2 lambda sur grand ns donné précédemment, les pics d'intensité principaux sont très étroits. Leur largeur angulaire est de 0,06 degrés. Ces pics d'intensité sont modulés par l'effet de diffraction dû à la largeur petit d des fentes. On constate que le n-2 maximum d'intensité secondaire situé entre les pics principaux ont une intensité tellement faible qu'ils sont invisibles. Enfin, l'intensité I0 à θ est égale à 0 est égale à 100 au carré I1 0. Elle est donc beaucoup plus forte que l'intensité I1 0 due à une fente unique de même largeur. Dans le cas d'un réseau de 500 traits par millimètre, le pas est de 2 microns et le nombre grand N de fentes illuminées est de 500. Seuls les pics de premier et de troisième ordre sont observés. Le second ordre est absent en raison de l'effet de diffraction. Le premier ordre correspond à un angle de 15,42 degrés et le troisième ordre à un angle de 52,93 degrés. Notons que le quatrième ordre est impossible car il correspondrait à un sinus supérieur à 1. Les angles θn sont très grands. Les pics d'intensité principaux sont très fins et ont une largeur angulaire d'un centième de degré. L'intensité I0 à θ égale à 0 est très grande et vaut 500 au carré I1 0. Le troisième réseau de 1000 traits par millimètre a un très petit pas petit p de 1 micron et le nombre grand N de fentes illuminées est de 1000. Seul le pic de premier ordre est observé. Il est situé à θ1 est égal à 32,14 degrés. Les pics d'ordre supérieur sont impossibles car ils correspondraient à des sinus supérieurs à 1. Le pic unique est extrêmement fin, sa largeur angulaire est de 5 millièmes de degré. L'intensité I0 à θ est égale à 0 est de 1000 au carré IA 0. Quelques conclusions partielles. Le paramètre principal est le pas du réseau petit p. Il définit les positions angulaires θn des pics d'intensité principaux selon la relation θn est égal à plus ou moins arc sinus n lambda sur p. Sur un écran, la distance grand dn entre le centre du cliché à θ égale à 0 et le pic d'intensité d'ordre n s'obtient en considérant le triangle rectangle OAB. On obtient ainsi grand dn est égal à L tangente θn, soit finalement grand dn est égal à L tangente arc sinus n lambda sur p. Le paramètre petit d, largeur des fentes, a un effet moins important. Il modifie l'effet de diffraction qui module les pics d'intensité principaux. Le paramètre grand N, nombre de fentes illuminées, a aussi un effet moins important. Il modifie l'intensité du cliché. Pour clore cette partie théorique, considérons l'effet de la longueur d'onde. Nous avons illuminé les trois réseaux décrits précédemment avec un laser vert de longueur d'onde lambda égale 532 nanomètres et un laser rouge de longueur d'onde égale 635 nanomètres et superposer les courbes ainsi obtenues de l'intensité diffractée en fonction de l'angle θ. Pour le réseau de 100 traits par millimètre, on observe une faible séparation des deux pics de premier ordre. On peut quantifier cette séparation à l'aide de la relation θn est égal à plus ou moins arc sinus n lambda sur p. On obtient ainsi des valeurs proches de 3,05 et 3,64 degrés. Pour le réseau de 500 traits par millimètre, on observe une forte séparation avec des pics à 15,42 degrés et 18,51 degrés.
La séparation des deux pics de premier ordre est encore plus forte avec le réseau de 1000 traits par millimètre. Cette très forte résolution spectrale a des applications en spectroscopie. Passons à l'illustration expérimentale et considérons le cas de la diffraction par une, 2, 3, 4, 6, 8 et 10 fentes de largeur petit d égale à 40 microns et de distance de séparation petit s de 100 microns. On constate que les clichés obtenus avec un laser vert deviennent de plus en plus complexes lorsque le nombre de fentes augmente. Cependant, tous les clichés présentent une caractéristique commune. Il s'agit de l'effet de diffraction dû aux fentes de largeur petit d et qui se traduit par les minimums d'intensité θ1 et θ2 visibles sur les clichés. Lorsque le nombre de fentes est supérieur ou égal à 2, l'effet d'interférence lié à la distance de séparation petit s des fentes produit des franges d'interférence petit i. On constate que ces franges sont de plus en plus étroites lorsque le nombre grand N de fentes augmente. Pour 3 fentes, on observe, entre chaque frange principale, une petite frange additionnelle. Puis 2, 4, 6 et 8 franges additionnelles, d'intensité de plus en plus faible, sont observées lorsque le nombre de fentes passe de 4 à 10. Comme indiqué dans la partie théorique, le nombre petit n de franges additionnelles est donc égal à grand N-2. Les courbes correspondantes de l'intensité diffractée en fonction de l'angle θ sont en plein accord avec les clichés expérimentaux. Considérons maintenant la diffraction par des réseaux. Nous avons examiné, à l'aide d'un laser vert de longueur d'onde lambda égale 520 nanomètres, 5 réseaux ayant 300, 600, 1000, 1200 et 1600 traits par millimètre. Les pas correspondants varient de 3,33 microns à 0,62 microns. La distance grand L entre ces réseaux et l'écran d'observation est de 40 cm. Tous les clichés sont constitués de quelques spots lumineux présents sur un fond noir. Lorsque le nombre de traits augmente, le nombre de spots diminue et les spots sont de plus en plus éloignés du spot central. On note que pour 1000, 1200 et 1600 traits par millimètre, seuls les spots de premier ordre sont présents. Nous avons également considéré les courbes de l'intensité diffractée correspondante tracées à partir de la relation générale décrite dans la partie théorique. Avec les réseaux, les angles de diffraction θ deviennent très importants et on ne peut plus assimiler sinus θ à son angle θ. Afin de permettre une corrélation directe entre les courbes de l'intensité diffractée et les clichés expérimentaux, les courbes sont tracées en fonction de tangente θ. Pour 300 traits par millimètre, la courbe montre que les maximums d'intensité principaux sont très étroits et que l'intensité est quasiment nulle entre ces maximums. Les angles, en radians et en degrés, sont indiqués, ainsi que les distances D1 calculées expérimentales correspondant au maximum d'intensité de premier ordre. On constate un bon accord entre la valeur expérimentale et la valeur calculée à l'aide de la relation grand D1 est égal à grand L tangente arc sinus lambda sur P. Pour 600 traits par millimètre, les angles θ et les distances grand D1 deviennent plus importants. Pour 1000 traits par millimètre, seul le maximum d'intensité de premier ordre est visible et son angle est de 31,33 degrés. Pour 1200 traits par millimètre, l'angle θ1 atteint 38,62 degrés, puis 56,30 degrés pour un réseau de 1600 traits par millimètre.
Les clichés de diffraction, obtenus avec un laser rouge de longueur d'onde lambda égale 650 nanomètres, sont semblables à ceux obtenus avec un laser vert. On constate cependant l'absence de spot de premier ordre pour le réseau de 1600 traits par millimètre. Cette absence s'explique par le fait que sinus θ1 devient supérieur à 1. L'effet de la longueur d'onde est clairement mis en évidence sur ces clichés de diffraction réalisés simultanément à l'aide des deux lasers vert et rouge. On constate que la séparation delta grand D expérimentale entre les spots vert et rouge augmente avec le nombre de traits. Notons que le réseau à 1600 traits par millimètre n'est pas adapté à la séparation des longueurs d'onde vertes et rouges. La séparation des longueurs d'onde vertes et rouges s'observe aussi sur les courbes correspondantes de l'intensité diffractée. On comprend que ces réseaux puissent être utilisés pour des applications spectroscopiques. Plus le nombre de traits sera grand, meilleure sera la résolution spectrale. Nous avons également examiné des clichés de diffraction produits par trois réseaux croisés constitués de deux systèmes de forme perpendiculaires. La symétrie des clichés obtenus est en lien avec la symétrie de leur réseau. Ces trois clichés illustrent bien la propriété principale de la diffraction. Plus le pas du réseau est petit, plus le cliché de diffraction est grand. En physique, on traduit cette propriété en parlant de réseau direct d'une part, c'est-à-dire le réseau de traits, et de réseau réciproque d'autre part, c'est-à-dire le cliché de diffraction. On passe d'un réseau à l'autre à l'aide de la transformée de Fourier. Il existe aussi des réseaux fantaisie qui donnent des clichés de diffraction plus ou moins artistiques. Nous présentons quelques exemples de tels clichés. Jusqu'à présent, tous nos clichés de diffraction ont été obtenus avec ce dispositif expérimental, utilisant comme source lumineuse un laser vert ou un laser rouge. Avec les réseaux, il existe un second dispositif expérimental très simple. Il consiste à observer une source lumineuse à travers un réseau, à l'œil nu ou avec un appareil photographique. Les conditions de diffraction de Fraunhofer, décrites sur ce schéma, sont à peu près vérifiées si la source lumineuse a une faible taille et se trouve suffisamment éloignée du réseau pour produire des ondes planes, et si l'œil accommode à l'infini. Dans ce cas, son cristallin joue le rôle de la lentille convergente du schéma et produit le cliché de diffraction sur la rétine, situé dans le plan focal image du cristallin. L'avantage majeur de ce second dispositif expérimental est qu'il permet d'observer n'importe quelle source lumineuse, sauf bien sûr celles qui sont dangereuses pour la vue. Nous avons observé, à l'aide de cette technique expérimentale, 4 diodes électroluminescentes LED de 3 mm de diamètre et de différentes couleurs à travers 5 réseaux ayant 300 à 1600 traits par millimètre. Comme les angles de diffraction sont très grands, surtout avec les réseaux comportant de nombreux traits, seule la moitié droite des clichés de diffraction sera présentée. Commençons par la LED bleue. Contrairement aux clichés obtenus avec les lasers verts et rouges, les maximums d'intensité principaux ne sont pas des spots quasi ponctuels, mais des taches lumineuses allongées. L'allongement étant d'autant plus fort que le nombre de traits est grand. Cela signifie que la diode LED bleue n'émet pas un rayonnement monochromatique, mais un rayonnement constitué d'un petit domaine de longueur d'onde qui s'étale du bleu au vert. Pour le réseau à 300 traits par millimètre, les tâches d'ordre 1, 2 et 3 sont visibles, alors que seules les tâches d'ordre 1 sont visibles pour les 4 autres réseaux. Un comportement similaire
est observé pour les diodes LED vertes et rouges. La diode LED blanche montre un allongement des tâches de diffraction qui s'étend du bleu au rouge, donc dans tout le domaine de la lumière visible. Terminons par l'observation des 4 diodes LED à travers un réseau croisé. De beaux effets de diffraction sont aussi produits lorsqu'on observe une source lumineuse non ponctuelle à travers ce réseau croisé. Le grand nombre de fentes présentes dans un réseau de diffraction a pour effet de produire, avec un rayonnement monochromatique comme celui issu de laser, des clichés de diffraction simples et très purs, constitués de quelques spots très fins et lumineux sur un fond d'intensité quasi nulle. La position de ces spots ne dépend que du pas du réseau et de la longueur d'onde. Mais c'est surtout avec l'observation de rayonnements polychromatiques que les réseaux sont utiles. En effet, le réseau disperse les longueurs d'onde en formant des taches de diffraction dont l'étalement augmente avec le pas du réseau. L'application privilégiée des réseaux de diffraction concerne donc le domaine de la spectroscopie, avec comme avantage principal la possibilité d'obtenir des résolutions spectrales très élevées et bien supérieures à celles obtenues avec un prisme qui disperse la lumière par réfraction. Une prochaine vidéo YouTube sera consacrée à l'utilisation des réseaux de diffraction en spectroscopie. Terminons par ce bouquet final d'un feu d'artifice observé à travers un réseau croisé.